J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, on se retrouve pour la première partie du cours des aspects cliniques. Donc voilà, c'est un cours qui arrive en tout début du 8. Et ici, le but de notre première partie, ça va être de voir, donc dans un premier temps, l'introduction, et dans un second temps, tout ce qui est cadre réglementaire, etc. Donc, ça je le dis à chaque fois, mais le but ici ne va pas être d'expliquer exactement tout. Là, c'est un cours où il y a pas mal de par cœur. C'est un cours qui a beaucoup changé par rapport à l'année dernière en plus, et encore plus par rapport à quand moi j'ai passé le concours. Donc voilà, là le but de cette vidéo, ça va être bien de cibler tout ce qu'il faut apprendre, gagner du temps, et voilà, tout en s'appuyant sur les annales. Moi, c'est ce que je fais souvent. Donc voilà, donc je vais vous dire exactement ce qui peut tomber au concours, comment aborder les notions, et etc. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des détails que j'aurais pas apportés dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Donc, on va passer sans plus tarder au cours. Donc, le cours qui est de cette manière-là, donc comme d'habitude, vous le retrouvez sur WhatsApp, il n'y a pas de problème, et on va commencer. Donc, dans un premier temps, on va parler de l'introduction. Donc, en fait, il y a trois points essentiels donc dans tout ce qui va être de la sphère médicamenteuse. Donc voilà, ce cours, il est dans la continuité des cours de préclinique qu'on a fait dans une autre vidéo. Donc voilà, en fait, ici, c'est vraiment la continuité. Donc si vous n'avez pas vu les aspects précliniques, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que sinon, vous allez être un peu largué ici. Parce qu'en fait, on va continuer dans ces notions-là et en fait, on va aller dans plus en détail. Et donc, si vous n'avez pas vu, c'est dommage. Donc, on va commencer en fait pour cette introduction avec le fait que le devenir d'un médicament, il se décrète pas. Donc en fait, il faut démontrer que ce médicament il est efficace, forcément, avec toutes les mises en place des essais cliniques qu'on a vus bien en avant déjà avec les essais précliniques. Et ici, on a les essais cliniques. Donc exposer l'homme à un candidat médicament, c'est déterminer la dose efficace. Donc ça, c'est les études pharmacologiques qu'on a vues avec les études précliniques. Et voilà, avec le test aigu, le test de chronique, etc. Donc ça, c'est des notions que vous avez déjà vues normalement. Et vous vous doutez bien, les essais cliniques sont soumis à une démarche scientifique et très encadrée dans le cadre réglementaire. Et c'est ici par laquelle on va commencer. Donc là, en fait, je vous explique. Il va y avoir comment ça s'appelle, plein de lois, de déclarations, etc. qu'il va falloir mettre en rouge dans ces révisions parce qu'en fait, c'est ces lois qui tombent quasi tout le temps au concours. Donc on va commencer par le fait, là c'est un rappel historique, mais voilà, donc première loi, donc moi si je faisais une fiche, je commencerais par ça. Première loi, le code de Nuremberg. Vous notez la date parce que c'est ce qui tombe souvent au concours. Donc voilà, code de Nuremberg et vous lisez la petite phrase qui suit. Donc qui est partie de tout ce qui s'est fait chez l'homme lors de la Seconde Guerre mondiale. Il définit le cadre des expérimentations admissibles chez l'homme. Il a été élaboré à la suite des procès nazis. Donc ça, c'est des choses que vous devez maîtriser. Donc voilà, vous commencez, si vous faites des fiches, je sais pas, etc. Mais le code de Nuremberg 1947 et la phrase qui suit, ça tombe très souvent. On continue avec la déclaration d'Helsinki. Pareil, la date, très important, ça peut vous piéger, ils peuvent inverser les deux dates. C'est des choses qu'ils peuvent très bien faire. Ensuite, il va falloir bien apprendre les tirés, parce que les tirés, c'est ce qui tombe aussi. Donc on a euh, donc voilà, la déclaration d'Helsinki en 1964 qui fixe les principes éthiques sur la recherche médicale. Et il y a des grands principes importants à connaître. Donc dans la recherche médicale sur les sujets humains, les intérêts de la science et de la société ne doivent jamais prévaloir le bien-être du sujet. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, le but n'est pas de nuire à la santé du patient. Même si euh, voilà, ce sont entre guillemets des cobayes qui vont tester des molécules, il ne faut pas que ça leur nuise à leur santé. C'est pas le but, vous vous doutez bien. Et ça, c'est quelque chose qui doit être préservé en fait. Donc ça, vous retenez bien, c'est que des lois logiques en fait. Si vous les retenez, si vous les comprenez, c'est encore mieux. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, on obtient le consentement par écrit, ça vous vous doutez bien, lorsqu'on fait de tels essais cliniques, etc. Avec des cobayes, il faut constamment en fait le consentement par écrit. Et voilà. Prudence si le participant est en situation de dépendance vis-à-vis du chercheur. Alors en fait, c'est notamment des raisons pour laquelle lorsque vous donnez votre sang, n'importe quoi, vous ne serez jamais rémunéré en fait. Parce qu'en fait, il ne faut pas que le participant il doit être dépendant, c'est-à-dire que il doit pas attendre quelque chose. Il doit le faire pour sa bonne volonté, pour sa bonne conscience, etc. Parce qu'il veut contribuer à la science, mais il ne doit pas être dépendant. Ça veut dire qu'il doit être totalement, on va dire,
libre, et il doit aussi ne pas excéder. Donc c'est pour cet premier aspect-là. Et le deuxième aspect de cette loi, c'est aussi qu'il ne doit pas subir du chantage vis-à-vis du chercheur, etc. Donc c'est quelque chose qui doit être vraiment bien compris. Ensuite, recourir au placebo avec parcimonie. Le placebo, je pense que vous connaissez. Et ensuite, les participants doivent bénéficier de la recherche, donc tirer des avantages pour eux-mêmes. Mais ce n'est rarement de l'ordre financier, comme je vous ai dit, et c'est plutôt des dédommagements, c'est-à-dire que si le patient, pour venir faire sa recherche, il doit payer 1 ou 2 heures de train, ou je sais pas, un avion ou n'importe quel autre moyen de transport, par exemple, et ben on le dédommage pour pas que ça lui coûte en fait le trajet. Donc voilà, en fait, c'est des lois qui sont assez logiques, mais qu'il faut apprendre et qui peuvent tomber telles quelles ou avec des modifications, et dans lequel des cas, il va falloir vraiment faire attention à ne pas cocher l'item s'il y a une petite modification. Ensuite, il y a l'International Conference on Harmonization, donc ça, vous notez la date. Moi, de mon temps, je crois pas que cette loi y était, je m'en souviens plus. Mais vous le notez et vous apprenez en fait. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais surtout vous notez les dates, je pense que c'est ça qui peut surtout vous faire tomber, et c'est en fait un piège qui est assez facile, quoi. Donc l'enjeu, il est extrêmement important lors de ces essais cliniques, parce que on parle du médicament, donc c'est quelque chose quand même qui est très important, je pense que vous avez compris, c'est quelque chose qui peut avoir de très grandes répercussions, qui peut avoir une toxicité, etc. Donc c'est à manipuler avec précaution. Et donc en fait, la qualité et la fiabilité sont les maîtres mots du développement. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. En fait, ça va un peu dans le lien du cours qu'on avait fait avant. Donc qualité, c'est aussi pour la toxicité, c'est surtout garantir une sécurité pour le patient. Donc on a aussi des réglementations françaises avec le CCNE, donc c'est le Comité consultatif national d'éthique, qui détermine ce qui est éthique ou pas et ce qui doit se faire ou pas euh, lors de ces essais cliniques. Donc en fait voilà, ça c'est eux qui vont qui vont donner leur mot, à savoir dire voilà, ça c'est bon, ça on le fait, ça on se permet pas de le faire, ça voilà. Donc c'est un petit peu eux qui décident, et après euh, ils vous renvoient en justice si jamais vous avez fait les mauvaises choses. Donc voilà, après là on a la continuité des lois qu'il faut apprendre et que je vous conseille d'apprendre. Donc on a en 1988 la loi de Hurrier-Cyrus-Clatt relative à la protection des personnes se prêtant à la recherche internationale. Donc ça c'est en grand à écrire, vraiment vous notez la date et vous notez le nom. Voilà, ça peut tomber tel quel. Euh, et voilà, après aussi je pense qu'il y a 2001 à apprendre. Moi, de mon époque, je crois pas que ça tombait au concours, mais si c'est en gras, je pense qu'il va falloir l'apprendre. Mais en tout cas, Uri et Cyrus Class, ça vous êtes sûr, vous pouvez faire une valeur sûre avec cette loi, c'est quelque chose qui tombe très 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 souvent. Donc ensuite, voilà, on a là aussi dans la continuité, donc là je vous laisse lire les tirés, pas besoin de tout vous expliquer, en fait il y a beaucoup de par cœur dans ce cours, comme vous allez comprendre. Et on va parler aussi de la loi de Jardet. Alors la loi de Jardet, avec la date bien sûr 2012, elle change la formulation en stipulant relative aux recherches impliquant la personne humaine. Donc ça, c'est les RIPH. Et ça, c'est super, super important. La loi de Jardet en rouge, de la même manière que la loi de Hurrier-Cyrus-Clatt en rouge aussi, et de la même manière que les deux premières lois qu'on a vues en introduction. Donc ça, c'est quelque chose qui tombe très souvent, et apprenez-le. Voilà, la loi de Jardet, c'est un petit peu les, euh, les bases de ce cours. Et on a aussi, voilà, donc ça, c'est voilà, vous allez le lire, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vous l'expliquer, mais la loi de Jardet, donc surtout ce qui est important en fait, c'est cette première partie-là. C'est le premier paragraphe pour le début, et ensuite vous apprenez ça. Voilà, donc en fait, il y a différents types de catégories de recherche. Donc on a les recherches interventionnelles, non justifiées par sa prise en charge habituelle. Donc en fait, c'est pas avec le soin. Je ne sais pas si c'est très très pertinent de vous l'expliquer, mais vous retenez qu'il y a des recherches interventionnelles. Ensuite, il y a des recherches non interventionnelles. Je ne sais pas si ils vont vous poser des questions dessus. Moi, de mon temps, ça ne tombait pas. Mais voilà, retenez qu'il y a des recherches, en gros, qui ne reportent aucun risque, aucune contrainte. Donc, comme les recherches non interventionnelles. Et ensuite, on a des recherches qui comportent que des risques, dans les recherches interventionnelles. Et ensuite, il y a des recherches interventionnelles non justifiées. Donc ça, voilà, je pense que vous l'apprenez tel quel. RIPH 1, 2, 3, vous faites des QCM et je sais pas s'ils vont vous poser des questions dessus, je pense pas. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans mon année, donc je peux pas vous expliquer plus. Mais en tout cas, la loi de Jardet, super important, et surtout, vous apprenez ça en fait. C'est la première loi à distinguer ces catégories-là.
Donc toutes ces catégories qu'il y a là, en fait, je pense qu'il va falloir juste apprendre ça, cette phrase qui résume un petit peu euh, toutes ces catégories qu'on parlait juste avant. Et en fait, ça va faire le contraste avec la loi de Urey-Sirius-Clarke qui ne faisait pas cette distinction. Donc voilà, en fait, surtout apprenez ça comme ça. Ensuite, on a 2014, il y a eu la parution de règlements européens relatifs aux essais cliniques de médicaments à usage humain conduits en France dans l'Union européenne, etc. Donc, il y a 4 principes, c'est réduire au minimum les divergences. Donc, en fait, là, le but, ça va être de faire un consensus au niveau européen de tout ce qui va être réglementaire pour les essais cliniques, pour qu'en fait, il n'y ait pas des pays où dans l'Europe, ils font des trucs totalement différents et qu'en fait, il y ait une harmonisation, entre guillemets, des lois. Parce que vous doutez bien que si jamais par exemple en Suède, ils n'ont pas les mêmes lois qu'en France, ça pourrait amener à de nombreuses dérives parce que ça pourrait amener les gens à aller en Suède, etc., etc., alors qu'en fait, c'est pas légal en fait. Notamment, quelque chose qu'on pourrait parler, c'est avec la Chine, parce que la Chine, ils font des choses qui sont très peu autorisées en Europe, mais comme il n'y a pas le consensus qu'on a en Europe, en fait, justement, donc cette loi qui est expliquée, bah, en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ça peut amener à des dérives comme ça. Donc, en fait, c'est exactement pour éviter ce genre de choses qu'en fait, il existe un règlement européen. Donc voilà, donc il demande la participation maximale de pays européens, ça vous vous doutez, pour que cette loi elle soit de plus en plus harmonisée. Donc elle simplifie les procédures et elle accorde plus de transparence. Donc ça, voilà, c'est un petit peu l'aspect voilà, qu'il faut juste comprendre, je pense. Après l'apprendre aussi, je pense que c'est pas mal, mais comprendre déjà, c'est le grand de tous ces cours-là. Donc voilà, ça c'est un petit exemple, je vous le laisse. Et là, on reparle en fait de la loi de Jardé. Donc voilà, là vous l'apprenez en fait. Voilà, comme ils disent, il n'y a pas de question clinique dessus, mais en fait ça vous permet de comprendre. Donc là, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu. En fait, ici, il va falloir juste apprendre les lois par cœur, apprendre les dates, etc. Apprendre. Et après, le sens de ces lois, il va falloir le comprendre parce qu'ils peuvent vous poser ces systèmes-là de différentes façons et ça peut vous perdre lors de vos révisions. Donc là, voilà, vous avez appris tout ça et vous lisez surtout bien les exemples. Si vous voulez que je les explique, pas de souci, on fera peut-être ça dans une petite vidéo. Mais là, le but, ça va être de synthétiser, de faire la synthèse de ce qu'il faut savoir. Donc ça, je vous l'ai dit. Ensuite, on passe au tout nouveau portail unique européen, donc c'est le CTIS, donc le Clinical Trial Information System. Et en gros, c'est un petit peu un checkpoint pour pouvoir avoir une autorisation, pour pouvoir faire un essai clinique, etc. Donc il est géré par l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament. Et en fait, toutes les demandes d'autorisation en Europe passent par ce portail. Donc en fait, c'est un petit peu le point d'accès pour pouvoir commencer à faire tous les essais cliniques que l'on veut réaliser si on est un labo, par exemple. Donc c'est un site internet avec des espaces sécurisés, des sponsors, etc. Et en fait, c'est une nouvelle procédure de dépôt d'autorisation d'essais cliniques. Donc en fait, c'est comme l'AMM, il faut en fait une autorisation pour pouvoir faire, donc soit sortir un médicament avec l'AMM ou soit faire l'essai clinique. Et en fait, c'est cette autorisation qui est nécessaire. Et en fait, elle va se découler en 2 parties. Donc vous avez la première partie qui est relative aux aspects scientifiques. Et en fait, là, elle est faite par plusieurs pays d'Europe, donc ça vous retenez bien, ils peuvent vous piéger sur ça. Donc ils rendent un avis ensemble. Et par contre, la partie éthique, elle est à charge de chaque pays. Donc en fait, ça veut dire que tout ce qui est scientifique, c'est la coalition de plusieurs pays, mais tout ce qui est éthique, c'est le pays qui décide lui-même. Donc ça, c'est des questions qui peuvent tomber. Et donc voilà, vous apprenez ce nouvel exemple qui est en plus, plus, plus. Donc je pense qu'il faut vraiment l'apprendre. Moi, de mon temps, ça n'existait pas, mais si le prof l'a rajouté, surtout que le cours a beaucoup changé, je vous conseille vraiment de l'apprendre, mais aussi de le comprendre, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo. Donc là, on est passé un petit peu vite sur toutes ces lois. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Normalement, ça ne devrait pas être très compliqué. Je vous ai donné vraiment les points clés par lesquels il fallait commencer, avec toutes les dates à apprendre par cœur. Donc ça, c'est pareil. Ça, si vous avez quelques questions, je peux y répondre. Mais le but, là, ici, c'est d'apprendre par cœur et de comprendre après. Mais la compréhension n'est pas à négliger, comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, car la compréhension nourrit l'apprentissage. Donc j'espère que vous avez suivi jusque-là. Et on va se retrouver pour la deuxième partie. Donc là, ça va être tout ce qui va être principaux acteurs, etc. Et on va aller plus loin dans notre démarche.